Bonjour les amis, donc il est 11 heures comme promis. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. Donc vous avez vu une actualité riche un peu ce week-end, salon de l'agriculture où le président de la République est tombé sur la deuxième année consécutive sur le monsieur Chauve de Marseille qui lui offre un t-shirt, hein. Donc avec les milliers de gens, il est tombé toujours sur ce monsieur qui est dans la géographie et qui lui tenait bon, monsieur le président, comme vous aimez Marseille. Voici un t-shirt. Qu'est-ce qui a changé par rapport à, je dirais, à l'ancien monde, entre guillemets. Comme je l'ai dit dans un tweet, c'est qu'avant, vous aviez des Olivier Stirn, mais il n'était pas seul, il y en avait plusieurs dizaines comme ça, qui embauchaient soit des militants bénévoles, soit des figurants pour faire la claque dans les discours politiques, dans les meetings. Aujourd'hui, on fait des plans serrés et on fait du storytelling, on raconte une histoire et on dit regardez comme il est populaire, le président de la République, regardez les ministres comme ils sont populaires, comment ils sont accueillis. On nous avait déjà fait le coup place du Capitole à Toulouse, hein, puisqu'on avait dit bain de foule, toute la presse et les médias avaient titré bain de foule pour le président de la République. Mais quelqu'un s'était extrait, avait fait un plan large, et en fait, il y avait un tout petit cordon, place du Capitole, avec donc évidemment, quand on fait des plans serrés. Aujourd'hui, on a choisi ce mode d'action, ce mode de communication, jusqu'à la palette numérique où on efface sur France Télévisions les slogans hostiles à l'exécutif et notamment au président de la République. Vous vous souvenez tous du slogan Macron dégage, et à l'écran, ça avait donné Macron tout court, Macron, et ils ont plaidé, si je me souviens bien, la maladresse. Donc effectivement, quand on fait des plans serrés et qu'on engage des figurants, et comme les réseaux sociaux le démontrent, quick, les réseaux sociaux, évidemment l'ennemi, ce sont les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas montrer l'envers du décor, et c'est pourtant ce que je vais faire aujourd'hui dans tous les détails. Alors, je voudrais vous dire aussi merci pour tous vos messages que sur les différentes messageries, sur Facebook, sur Twitter, sur les messageries privées. Malheureusement, vous comprenez tous que je ne peux plus répondre, j'en ai tellement. Je fais vraiment le maximum pour répondre à chacun, mais matériellement, ça devient un petit peu compliqué, donc ne le prenez pas mal, mais je fais ce que je peux. Alors, il y a un article qui est très intéressant, que je viens de découvrir ce matin sur Twitter, que je n'ai pas eu le loisir de lire hier, qui a été publié hier à 18h44, mis à jour ce matin à 8h51, dans Le Monde, sous la signature d'Ariane Chemin, que vous connaissez tous, et de Nicolas Chapuis. Et ce papier, c'est une enquête sur Didier Lallement, le préfet de police à Poigne d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron en personne qui, au cœur de la crise des Gilets jaunes, l'a choisi pour devenir préfet de police de Paris, républicain autoritaire et fan de la Légion étrangère. Didier Lallement est aussi un habile politique, ça c'est pour le chapeau. Je vous le lis un petit peu parce que c'est très intéressant et ensuite on va le commenter ensemble, on va en faire l'exégèse et on va essayer d'expliquer effectivement ce cheminement et tout ce qu'il y a derrière et pourquoi on est dans du storytelling, hein, comme disent les anglo-saxons, une histoire qu'on nous raconte et à laquelle on est sommé de croire. Et vous verrez en fait que dans différentes sphères de pouvoir qui sont devenues complètement consanguines, même les meilleures d'entre elles, comment on défend un système, des politiques à la tête de ce système, qui sont des rouages essentiels en tout cas de ce système, et pourquoi on ne défend plus le peuple, les citoyens, et pourquoi on les laisse se faire éborgner et mutiler. Et c'est très intéressant de voir comment, dans toutes les sphères de la société, petit à petit, les meilleures institutions sont dévoyées
parce que les institutions, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Elles s'incarnent dans des personnes, et donc le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous connaissez Astérix, pas frais mon poisson, en tant que Gaulois réfractaires, nous connaissons bien l'histoire. Je vous lis quelques passages. Une casquette, elle devance l'homme comme le prolongement de l'être, large visière arrimée à une coiffe bleue nuit, brodée de feuilles de chêne et de laurier en canetille dorée depuis un an. Elle mange le visage allongé et osseux de Didier Lallemand, tour de tête 56 cm, un petit coiffant, comme on dit. Lorsqu'il descend dans la rue, impossible de le rater, le couvre-chef le dévore comme une galette trop grande pour lui. La taille réglementaire assure le préfet de Paris. Donc je passe un certain nombre de passages. Sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes, la casquette du préfet Lallemand est devenue un emblème détourné, agrandi, moqué comme une métonymie du nouvel ordre policier, incarné par cet homme jusque-là inconnu du grand public. À 63 ans, ce père de 2 enfants a réalisé son fantasme, PP pour préfet de police, comme on dit, PR pour le président de la République. Le Graal de la préfectorale. En 2015, au cœur des attentats, le visage de François Molins, procureur de la République de Paris, avait incarné aux yeux des Français le bouclier de la justice face au terrorisme. Celui raide et austère de Didier Lallemand symbolise désormais le maintien de l'ordre à Paris. Alors, je vais passer, parce que c'est assez long, on rappelle un petit peu son parcours, d'où il vient, etc. Des réseaux de chez Chevènement, alors là déjà, les bras m'en tombent. Didier Lallemand est là pour mater les Black Blocs. Ah bon? Tiens. Empêcher les Gilets jaunes de monter à l'assaut de l'Élysée et, ouvrez les guillemets, permettre aux manifestants d'arriver à destination quand les pré-cortèges les en empêchent. Permettre aux manifestants d'arriver à destination quand les pré-cortèges les en empêchent. Alors, comme vous le savez, j'ai fait un certain nombre d'actes des Gilets jaunes, mais aussi j'ai suivi des grèves dans la rue, etc. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est un élément de langage. L'ordre n'est pas assuré pour que les cortèges arrivent à destination. Bien souvent, les cortèges sont tronçonnés, coupés en 2, voire en 10. Il y a la technique du nassage. On fait rentrer tous les voyous, on fait rentrer des gens un peu incontrôlés, on ne les arrête pas alors qu'ils sont parfaitement identifiés et qu'on peut les arrêter, et on laisse dégénérer les manifestations. Vous avez vu des milliers de lives, pas que les miens, et donc c'est comme ça, je puis vous l'assurer, que ça se passe, pas du tout comme, comme lui le prétend. Alors, très intéressant, bon, je ne m'attarde pas sur la psychologie du monsieur, assez raide, voilà, on parle de la Légion étrangère, etc. Alors là, passage intéressant, après on va développer. Quand je l'ai reçu dans mon bureau, confie la maire de Paris, Anne Hidalgo, j'ai été frappé par cette phrase qu'il m'a lâchée, « Je suis là pour protéger le président ». Je suis là pour protéger le président. Il m'avait échappé que le rôle du préfet et les missions et les fonctions du préfet de Paris, c'était pour protéger le président. Il ne m'avait pas semblé non plus que le président fût menacé dans sa vie quotidienne, même s'il y a eu des slogans et avec beaucoup de symbolisme fort, sa tête au bout d'une pique, etc. Vous connaissez l'histoire. Il ne me semble pas que sa vie soit en danger. Mais déjà, Sibeth Ndiaye avait dit que son rôle était aussi de protéger le président, quitte à mentir, elle l'avait dit, ça a été très largement commenté sur les réseaux, mais pas que sur les réseaux. Et donc nous avons un certain nombre d'institutions qui ne se cachent plus de faire une espèce de cordon de sécurité autour de la personne du président de la République. Il n'est plus question de permettre aux gens de manifester comme la Constitution et la loi française le leur permettent.
Il n'est plus question d'assurer l'ordre public, mais il est question de protéger le président de la République. Et il y a tout un vocabulaire dans l'article où on parle, effectivement, où il est question de référence au Tigre, à Clémenceau, à la Légion étrangère. On est vraiment dans je dirais, une sémantique assez belliqueuse et assez martiale dans son approche. Alors, j'avance. Les caricatures dans lesquelles on s'enferme découragent parfois d'aller au-delà. Dans le secret de son bureau, donc il reçoit les deux journalistes du Monde, Didier Lallemand désapprouve, par exemple, l'emploi du controversé lanceur de balles de défense, LBD, lors des opérations de maintien de l'ordre. Une arme du faible au fort, lâche-t-il. Certains l'ont même entendu parler, je cite, ouvrez les guillemets, d'armes à la con, fermez les guillemets. Au passage, très intéressant aussi, il livre sa version personnelle et saugrenue des nombreuses blessures à la tête lors des défilés de Gilets jaunes. La vitesse, écoutez bien ça, la vitesse du projectile est inférieure à celle du son et pousserait la cible à se baisser en entendant la détonation. Donc nous avons le préfet de police de Paris qui nous explique que dans les manifestations, alors qu'il y a un brouhaha, je ne sais pas si tous qui me suivaient avaient déjà été dans des manifestations, donc à un moment, il y a des gilets jaunes qui manifestent ou des grévistes, ils entendent un bruit, ils se baissent parce qu'ils ont peur du bruit, et pam, ils se prennent du 40 mm dans l'œil et ça les éborgne. Je ne commente même pas, ce n'est même pas la peine de commenter cette ignominie. Cette ignominie se suffit à elle-même. Je continue. Cet homme a une carapace. Sous la casquette, il y a un mystère, souffle un préfet, etc. Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous lirez l'article. Malheureusement, il faut être abonné. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que ce monsieur, préfet de Paris, est un franc-maçon. Alors là, ça devient vraiment intéressant parce que ça explique beaucoup de choses et peut-être pas celles auxquelles vous vous attendez. Je ne retrouve pas le passage, mais peu importe. Il est dit dans l'article qu'il est franc-maçon et qu'il fréquente le Grand Orient de France, une des obédiences, voilà, c'est là. Son père est représentant de commerce, sa mère a fini chef des caisses de la Samaritaine, après les jeunes du CRS à ses chevènements. La fréquentation des frères maçons du Grand Orient de France, rue Cadet à Paris, est une autre école de formation. Dans ma famille, la réussite, c'était d'avoir le badge rouge, raconte le préfet. Si un jour tu deviens chef de rayon, tu l'auras, me disait ma mère. Une clé pour tenter de comprendre l'énigme l'allemand. Sur le revers de son costume, le préfet de police porte la rosette de commandeur de l'Ordre national du mérite, bien mieux que le badge rouge. Déjà au secrétariat d'État à la jeunesse au sport, sous François Mitterrand, on se souvient combien ce jeune chef de cabinet raffolait des breloques en tout genre, mais refuse d'en livrer de chiffres précis. Et c'est là vraiment où ça devient véritablement intéressant. Monsieur Lallemand, préfet de police et franc-maçon. Beaucoup, et je vous dirai tout, beaucoup de policiers sont francs-maçons. Beaucoup sont au Grand Orient de France, dont je vais vous lire une toute petite partie de la Constitution et du règlement général. Donc les statuts du Grand Orient de France se présentent sous la forme d'une constitution définissant les grands principes de la franc-maçonnerie. Ils sont complétés par un règlement général précisant le fonctionnement de l'obédience et de ses loges. L'article premier de sa constitution donne une définition de la franc-maçonnerie selon ses principes. Les principes de cet article sont les mêmes depuis le convent
de 1877, où le pasteur et député républicain Frédéric Desmond présente un rapport dont la discussion débouche sur un vote modifiant une très large majorité l'article 1er de sa constitution. Sa formulation est donc issue de la proposition que fait adopter, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, Antoine Blatin au convent de 1884. Ouvrez les guillemets. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, essentiellement au regard du terme vraiment de l'essence. Donc je reprends. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience, considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. J'arrête ici. J'ai été un franc-maçon au début, à la fin des années 90, au début des années 2000, je ne me souviens plus très bien, c'était 1999 ou 2000, je crois. J'avais fait de la politique, on m'avait proposé des dizaines et des dizaines de fois d'adhérer et j'avais toujours refusé, parce que ce n'est pas trop ma nature. Mais un jour, quelqu'un est venu me voir, que j'appréciais particulièrement. Il m'a dit « Mais viens, écoute, c'est intéressant ». Donc j'ai été, comme on dit, initié et j'ai intégré le Grand Orient de France, rue Cadet, dans une loge. Et j'ai eu la chance, je dois dire, d'être dans une loge pas du tout affairiste. Je savais à peine quel était le métier des uns et des autres, avec une loge, on va dire, plutôt d'intellectuels et des gens, pas mal de gens d'ailleurs, assez extraordinaires. Et donc, j'ai continué. Donc, vous avez 3 grades. Vous êtes au début apprenti, vous vous taisez, vous écoutez. Vous êtes ensuite compagnon, et puis vous devenez maître. Les premières années, vous découvrez ce monde issu de la philosophie des Lumières. En plus, vous vous dites le Grand Orient de France, c'est pas, on n'est pas dans le divin, on est vraiment avec des gens qui ont créé la République française. Vous dites, bon, bah là, je vais vraiment apprendre des choses, etc. Ça consiste, je vous le dis, il n'y a pas de sacrifice de poulet, il n'y a pas de choses secrètes, c'est pas de la magie noire, simplement des gens qui, avec une méthode de prise de parole, en s'appuyant sur les symboles, essaient de s'améliorer eux-mêmes dans le but d'améliorer la société et faire preuve ensuite d'un certain humanisme qui doit irradier l'ensemble de la société. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ma pauvre vie, mais si vous voulez, si j'ai vu des gens extraordinaires, j'ai eu assez vite des doutes, je m'y ennuyais ferme bien souvent, et surtout, j'ai commencé à avoir un hiatus entre ce qui était défendu, ce qui était promu à l'extérieur du temple, c'est la formule consacrée, et les comportements des uns et des autres au sein des différentes loges et surtout au sein de la société française. Je me suis dit, là, mais c'est peut-être moi, est-ce que même dans ces cénacles, même au sein
des loges qui ne sont pas affairistes, comme d'autres obédiences, etc., même là, ça déconne. Et donc, j'ai quand même continué. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a aucune importance. Et un jour, parce qu'en plus j'étais aspiré par mon travail, j'ai arrêté, complètement arrêté. Et j'ai continué à régler, parce que c'est pas donné, parce que au sein du Grand Orient, je ne sais pas comment c'est ailleurs, vous avez des loges, il faut payer à l'obédience les salles, et ils sont toujours en déficit. C'est toujours compliqué, donc il faut payer. C'est de l'ordre de, je ne sais plus, 400 et quelques euros par an. Très bien. J'ai eu un accident de moto, très grave, je suis resté immobilisé, et je me suis mis en congé et j'ai continué à payer. Un des membres de la loge a créé une autre loge et a insisté pour que je vienne, mais avec ta position, ce que tu dis, on a besoin de toi, patati, patata, nanani, nanana. Ok, très bien, je lui dis très bien, moi, je ne peux pas donner beaucoup de temps, mais je veux bien venir 3 à 4 fois par an. Je peux pas. Après, je répondrai à toutes vos questions. Je ne peux pas faire plus. Et donc là, j'ai essayé de faire le maximum, d'y aller et tout. Et rapidement, on m'a demandé, mais tu n'as pas payé, tu n'es pas venu, alors que j'avais payé, etc. Mais peu importe, tu dois faire preuve d'assiduité. Et j'ai dit, mais j'ai essayé d'expliquer, de plaider ma cause en disant, moi les gars, vous êtes bien gentils, mais moi je ne suis pas à la retraite, je fais 70 à 100 heures par semaine, je ne peux pas quitter mon boulot à 18 heures pour traverser Paris et me rendre en séance. Bon. Et donc, c'était un peu rude et j'ai arrêté. Si je vous dis tout ça, c'est qu'ensuite, je me suis dit quand même, au-delà de ma petite histoire, et je ne jette pas l'opprobre sur la maçonnerie, c'est ma propre expérience. Voilà, elle a tourné court. Je me suis dit quand même, à l'occasion des Gilets jaunes, il va y avoir un soutien massif, les gens vont gueuler, vont se révolter, pour aller dans la rue et dire au premier éborgné, au premier mutilé, je me suis dit, dis donc, là, voilà un dossier concret, une affaire concrète, des gens qui sont mis à mal par un État quand même très répressif. C'est la première fois que j'ai vu des Français tirer sur des Français. Je me suis dit, là, ils vont se mobiliser, ils vont gueuler. Que nenni! Que nenni! Ils sont tous venus, beaucoup que je connais, sur mes Facebook Live, dans des commentaires, etc., défendre le pouvoir, les comportements déviants. Et je me suis dit, là, commence à y avoir un petit problème. Acte 1. Acte 2, c'était pratiquement il y a un an, jour pour jour. C'était de mémoire, le 19 février 2019. C'était un mardi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le Parti socialiste, et en vérité, le Parti socialiste et la République en marche, puisque je les connaissais tous et que je les voyais main dans la main, ont organisé une espèce de grand raout, place de la République, pour dire non à la haine, pour dire non à l'antisémitisme. Et évidemment, même si les Gilets jaunes n'étaient pas cités, ils n'étaient pas clairement désignés, tout le monde a compris qu'ils étaient visés, puisque vous vous en souvenez, au même moment, Bernard-Henri Lévy et tous ces grands penseurs atteints de botulisme et de cathodisme aigu et chronique avaient accusé les citoyens français d'antisémitisme, de haine, de fascisme et que sais-je encore. Donc, la classe politique se réunit, place de la République, et comme moi j'avais filmé tous les actes des Gilets jaunes, il y avait 2 manifestations ce jour-là, une qui se trouvait vers les Pyrénées, la place des Fêtes, Télégraphe, dans le 19e, et une qui était
place de la République, une qui était couverte évidemment par tous les médias mainstream, et une autre qui n'était couverte par personne, sinon par les pauvres gens qui venaient filmer avec leur téléphone portable. Il fallait abattre la bête immonde, et la bête immonde, c'était le peuple, et la bête immonde, les fascistes, les racistes, les antisémites, c'était forcément les gilets jaunes. Je suis arrivé place de la République ce jour-là, ce soir, et je suivais en direct, les gens qui me suivaient aussi me disaient « la place est noire de monde », et effectivement, on ne pouvait pas marcher sur cette place. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en vérité, il y avait des barrières tout le long de la place. On ne pouvait pas accéder au cœur de la place, et tout était fait, avec un podium du côté, si vous voulez, au nord-ouest de la place, avec un podium où toutes les télés mainstream étaient là, où des gens venaient faire des discours, et j'ai vu de l'autre côté ensuite toutes les voitures puissantes des élus de Paris, des députés, des sénateurs, tous les chefs de parti étaient là pour dire non à l'antisémitisme. On ne savait même pas qui parlait, les gens ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, parce que quand vous convoquez les gens non à l'antisémitisme, etc., évidemment, ça fait du monde. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette mise en scène où vous aviez en plus, dans les organisateurs, je le répète, La République En Marche et le Parti Socialiste. Les gens étaient là, hagards et vêtés, et on ne savait pas. Vous avez vu mon live ce jour-là, si vous allez le trouver, si vous cherchez dans Facebook, je pense, 19 février 2019. Mais le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là. J'y viens. J'ai vu ce jour-là, et je les ai filmés, je les ai interrogés, sans ironie, vraiment avec de bonne foi, avec la plus grande sincérité, sans me moquer, sans le moindre double discours ou mou de mon visage qui pourrait laisser croire que je me moquais des gens. Qui vois-je? Beaucoup de francs-maçons avec leur décor que j'ai interrogés. J'ai dit, mais pourquoi êtes-vous là? Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit tous? Ah ben, ils ne savaient pas. Oui, il y a une montée de la haine dans notre société, etc. Et donc je pose chaque fois la question à deux balles, mais ce sont les gilets jaunes que vous montrez du doigt là? Ce sont les gilets jaunes? Non, on ne peut pas dire ça, ce n'est pas les gilets jaunes, mais dans la société, vous avez vu les derniers actes, les stèles, les tags antisémites, etc. Et tout le monde avait compris que c'était les gilets jaunes. Acte 2. Acte 3, on va rétablir la vérité des faits. Quand M. Finkielkraut vient, ça venait juste de se passer, si je me souviens bien, se montrer dans les actes des Gilets jaunes, et un voisin, qui le connaît très bien, m'a dit qu'il essayait vraiment de se montrer, puisque c'est un lieu où il va, je ne sais pas si c'est sa maman ou sa belle famille, je n'ai plus ça en tête, se montrer dans les actes des Gilets jaunes, jusqu'à l'accident, où on voit quand même quelqu'un qui a une barbe avec la moustache inexistante de salafiste et qui vient l'insulter en lui disant je ne sais plus quoi, bref, des insultes antisémites au motif que Finkielkraut est juif, etc., etc. Et lui-même dit ce jour-là, c'est certainement pas les Gilets jaunes de la première heure, puisque moi j'ai soutenu les Gilets jaunes dès le début, il n'empêche, ça passe en boucle sur tous les JT, cette image est exploitée, la personne était radicalisée et fichée S, s'était infiltrée dans les rangs des Gilets jaunes, et je n'ai pas vu beaucoup de médias dire cette vérité-là. Deuxième vérité sur les actes antisémites. J'en ai déjà parlé. Vous vous souvenez de la prétendue profanation de la stèle de Strasbourg en hommage aux victimes de la Shoah. On l'a dit, toute la presse avait titré en mettant
ou en ouvrant ces journaux là-dessus, etc. La presse télévisée aussi, les JT, en disant regardez les gilets jaunes, actes antisémites en montée, alors que depuis 2 ans ça avait baissé, ça avait augmenté, mais on n'a cité que les derniers chiffres, 74% de hausse des actes antisémites, alors que les 2 années précédentes, on avait eu 58% de baisse, et donc on n'a pas retranché 58 de 74, mais peu importe, il fallait faire mal, il fallait tuer le mouvement des Gilets jaunes avec le sceau de l'infamie. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'antisémite? Il y a pédophile après. Et donc, la stèle de Strasbourg, on a dit, les médias, en tout cas mainstream, ont dit, regardez, encore un acte de saloperie des Gilets jaunes qui ont, alors qu'ils n'avaient aucune preuve, qu'ils ne savaient pas, qui ont bougé la stèle avec, ils ont fait levier et ils ont voulu casser la stèle et il n'y a rien de pire que de profaner cette stèle. Que s'est-il passé, en vérité? Les images de vidéosurveillance de la ville de Strasbourg qui ont été analysées font apparaître une voiture avec un ouvrier à son bord, c'était pas sa voiture en plus, qui a reculé au petit matin dans la stèle et il y avait un crochet au bout, il n'avait pas l'habitude et ça a bougé la stèle. L'AFP, l'agence France Presse, a fait une dépêche et a dit voilà ce qui s'est passé après les images de vidéosurveillance. Très peu de journaux, à ma mémoire, peut-être Le Monde, je ne suis pas sûr, les dernières nouvelles d'Alsace, c'est sûr, ont dit voilà ce qui s'est passé. Vous avez entendu la moindre excuse de la part des médias mainstream, vous avez entendu le moindre mea culpa de la part des politiques des médias mainstream, rien du tout. Et j'ajoute que M. Griveaux, dans un tweet tout à fait détestable, alors que j'étais à côté du jeune gars de 26 ans qui s'était fait arracher sa main en voulant enlever une grenade GLI F4, j'étais juste à côté de lui, j'ai encore ses hurlements en tête et je vois ses mains et ses doigts complètement sanguinolents. M. Griveaux avait dit on attaque l'Assemblée nationale, on fait des inscriptions juives parce qu'il y avait l'histoire de Jugend, j'y reviendrai après, et on attaque la maison de M. Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et le procureur de la République, dans l'histoire de M. Ferrand, avait bien dit, attention, n'en rajoutez pas, il avait sifflé à la fin de la récréation. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait 3 bouts de bois qui avaient cramé devant un appentis au fond du jardin, et cette histoire, d'abord, on ne sait toujours pas quelle en est l'issue, et là encore, on avait attaqué les Gilets jaunes. Autre exemple, j'en ai encore 2 qui me viennent à l'esprit. Au même moment, on avait dit, vous avez vu, sous l'impulsion des Gilets jaunes, il y a des gens bizarres, etc. Vous vous en souvenez, c'était il y a à peu près 1 an, les tags antisémites, nazis, avec des croix gammées, dans tous les trains de banlieue de l'Île-de-France, dans les RER. Et tout le monde avait dit, effectivement, de Caride en Scylla, sans la moindre précaution, que les Gilets jaunes s'étaient livrés, regardez, c'est fondamentalement antisémite, BHL sortait la grotte Bersa, vous avez vu les Gilets jaunes, etc. Ils ont piqué le type, la brigade ferroviaire, chargée de l'ordre public dans les trains, sur les voies ferrées, etc. Bon, peu importe. Ils ont attrapé le type qui faisait ça. Il est embauché par le conseil départemental des Yvelines. C'est un homme marié, avec 2 enfants, bon père de famille, pas du tout gilet jaune, français, qui a un emploi, qui fait des audits pour le département des Yvelines, 78, et qui a dit, quand il a été jugé, qui a dit au juge « Je ne suis pas du tout gilet jaune. J'ai été pris de pulsion. Et quand j'ai vu les gilets jaunes à la télé, pour lesquels je n'ai aucune sympathie,
j'ai imaginé me fondre dans ce mouvement-là, dans cette confusion, pour me livrer à mes pulsions et taguer des slogans nazis et antisémites. Est-ce que vous avez entendu des speakeriens ou des speakerines, des animateurs ou des animatrices présentant les JT de 20h revenir sur ces accusations gravissimes et dire « voilà ce qui s'est passé, vous n'avez rien entendu » et l'exécutif n'a pas délivré la moindre excuse à ces attaques viles et tout à fait impardonnables. Dernier exemple en date que je choisis d'évoquer parce qu'il est révélateur de tout ça. Et ça vous montre la manie, parce que si moi je le dis, tout le monde le sait, c'est public et les francs-maçons eux-mêmes regardent la télévision. Ils lisent la presse, ils auraient dû dire c'est de la manip. Non, ils ont préféré aller lécher les bottes du pouvoir pour dire voilà la vérité officielle. Dernier exemple que je choisis de citer. L'inscription Jugend qui avait été exploitée par Benjamin Griveaux dans son tweet. Sur le magasin Bagelstein, une des boutiques à Paris. Il avait dit, Jugend, vous avez vu, ces gilets jaunes, l'antisémitisme en France, il essayait de se faire sa pub à travers ça. Le patron de Bagelstein lui-même, a dit, ce n'est pas sur le parcours des gilets jaunes. Du tout. Je ne pense pas que ce soit des gilets jaunes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans d'autres boutiques, dans d'autres lieux. Je suis furieux de voir ces manips. Est-ce que vous croyez que M. Griveaux, que l'exécutif, que la majorité, que les médias mainstream se soient excusés et simplement expliquer ces choses qui sont le plus bêtement du monde factuel? Rien du tout. Il fallait encore une fois apposer le sceau de l'infamie sur ces gilets et à grand renfort de publicité, nous avions M. Bernard-Henri Lévy qui a dit « Peu importe que vous soyez pour le président de la République, not in my name, il faut lutter contre cet antisémitisme horrible, etc. » Et ce n'était pas, encore une fois, des gilets jaunes. Voilà la vérité la plus factuelle, la plus honnête, la plus entière et la plus détaillée. C'est comme ça que ça s'est passé. Et vous pouvez vérifier, je ne raconte pas de bêtises, tout est sourcé, tout est vrai, etc. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, l'incendie d'un restaurant, une tombe profanée, un slogan tagué sur un mur, une croix gammée, et bientôt peut-être le coronavirus, eh bien, c'est la faute de ceux qui ne sont rien, la faute des gilets jaunes, la faute des grévistes, la faute des gens qui sont dans la rue pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, pour réclamer plus de justice sociale, économique, fiscale, pour réclamer tout simplement plus de démocratie. Et ce sont des gens qui ont envie de participer à la démocratie et pas du tout, qui ne sont pas du tout des assoiffés de sang, de pouvoir, d'armes ou que sais-je encore, d'antisémitisme effréné. Voilà la vérité des faits. Donc moi, aujourd'hui, si vous voulez, quand j'apprends, et je vous ai dit ce que je pensais, après je prendrai toutes vos questions, évidemment, parce que là, je fais en quelque sorte un peu d'outing, qui me concerne aussi. Quand je vois que le Grand Orient de France, une obédience quand même très inspirée par la République française, avec un rite français souvent où en fin de tenue, les gens scandent liberté, égalité, fraternité.
quand vous avez ces milliers de gens qui se réunissent en loge tous les jours que Dieu fait ou que le grand architecte de l'univers fait, qui ne sont pas capables d'être dans la rue avec les gens, de souffrir avec les citoyens, de les défendre et de faire honneur ne serait-ce qu'à leur constitution, parce que je rappelle que c'est une belle constitution, il ne faut pas croire que les francs-maçons sont pour le complot, tout ça c'est des conneries, il n'y a pas de secret, il n'y a pas des choses extraordinaires, ce sont des sociétés initiatiques, c'est une forme, si vous voulez, dans des sociétés initiatiques, comme il y en a d'autres chez les Kanaks ou quoi, une méthode où d'abord vous vous taisez, puis ensuite vous essayez de promouvoir le meilleur qu'il y a dans chaque être humain pour essayer de faire une société plus juste, plus éclairée. Mais j'allais dire, c'est le but et c'est l'objectif des Gilets jaunes. Normalement, il n'aurait pas dû y avoir de hiatus entre la Constitution française, la Constitution du Grand Orient de France, qui a inspiré, dit-on, la République française, les politiques eux-mêmes et les nombreux journalistes qui disent souvent être humanistes et défendre toujours les causes les plus difficiles, la veuve et l'orphelin. Voilà comment ça se passe et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé, moi, c'est pas nouveau, hein, mais je suis allé au bout de ce processus de m'extraire de tout groupe organisé, évidemment de tout parti politique, évidemment de tout syndicat quel qu'il soit, de tout think tank et de tout club de pensée. J'essaie de penser par moi-même, d'aller sur le terrain et de relater ce que je vois en dehors de toute œillère. Bien sûr, j'ai des valeurs, comme vous tous, ni plus ni moins, mais je trouve qu'aujourd'hui, les institutions, et les plus philanthropiques d'entre elles, se sont fourvoyées. Alors on connaît déjà les histoires de pas vu, pas pris, d'affairisme, on se claque la bise et puis tu ne seras pas inquiété par la justice, tu fais des magouilles au tribunal de commerce, je passe le coup de fil qui va bien. Ça existe. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance dans ma loge, je ne l'ai jamais vu, mais peu importe ça, c'est déjà grave, mais au moins, on aurait espéré que les francs-maçons soient dans la rue, mettent leur décor, non pas pour défendre des ce pseudo-antisémitisme, mais pour aller défiler avec les Gilets jaunes parce qu'ils défendent la même chose. Mais non, ils ont préféré défendre le pouvoir. Et j'en ai beaucoup discuté avec eux, beaucoup. Ils me disent « Ouais, mais ta démocratie participative, patati, patata, regarde la République française, c'est quand même bien. Qu'est-ce que Ah, c'est quand même bien. 800 personnes blessées, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, du storytelling en permanence. Les gars, vous étiez peut-être déjà, mais vous êtes devenus encore plus des bourgeois. Et plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Voilà ce que je voulais vous dire, puisque je suis dans une démarche de vérité et de transparence. Je suis profondément choqué, écœuré, scandalisé. C'est pour ça que je suis un peu plus solennel aujourd'hui. Je n'ai pas trop envie de plaisanter avec cela. Et voilà comment ça se passe, parce qu'après les gens effectivement se voient. Je ne vais pas faire la liste parce que je ne suis pas dans cette démarche-là, mais vous avez des politiques, et non des moindres, qui sont membres de différentes loges. Vous avez un certain nombre de politiques, tous les chefs de parti le 19 février 2019 étaient là, ils sont venus se montrer, et ils sont remontés dans leur puissante berline, et ils se sont tirés. Et ils nous ont laissés, nous, les citoyens, dans notre merde, en nous disant « saleté d'antisémites, saleté de populistes, saleté de fascistes, voilà la vérité ». Et cette vérité, je vous demande de la partager et de vous battre
parce qu'on ne vous laissez plus salir, ne vous laissez plus insulter et ne vous laissez plus traiter de tous les maux. Et pourquoi ils veulent, ces gens-là, enlever, réduire les réseaux sociaux? Parce qu'effectivement, vous n'entendrez jamais ce discours à la télévision, vous n'entendrez jamais ce discours sur les chaînes et les stations mainstream, et vous n'entendrez jamais ce discours de la part des gens qui ont vécu ça de l'intérieur. J'espère que j'aurai comme les chats 9 vies, ça a fait partie d'une de mes vies. Je n'ai rien contre les institutions, mais quand les institutions sont chapeautées, gérées, je ne dis pas que tous les gens qui sont dans les loges se comportent ainsi, mais quand les institutions sont gérées, chapeautées par des gens comme ça, qui voient la poutre, qui ne voient pas la poutre dans leur œil, mais qui voient la paille dans l'œil du voisin, je dis que là, on marche sur la tête. Et encore une fois, j'aurais aimé, moi, que les francs-maçons soient dans la rue, avec les gens, en accord avec leurs principes, leurs valeurs, leur constitution et tout ce qu'ils défendent dans leur loge. Et ce qu'ils ont fait en s'alliant à des partis qui éborgnent et qui mutilent les citoyens français, c'est proprement dégueulasse. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne vais pas être redondant ou être dans l'exagération. Maintenant, si vous voulez, je vais prendre quelques questions, les amis. Allez-y, mettons un petit quart d'heure. Si vous avez des questions relatives à ça, on est là, on est là. Ben oui, même s'ils ne veulent pas, nous on est là. C'est ce qui s'est exprimé à travers les Gilets jaunes. Et si vous voulez, c'est la première fois que, avec cette ampleur en tout cas, et cette acuité, nous avons eu un mouvement horizontal et transversal. C'est pas que les gens soient anti-socialistes, anti-gauche, anti-droite, anti-maçonnique, que sais-je encore, et qu'ils ont lu dans le mar de café et qui font des complots toute la journée. Non, mais les gens, si vous voulez, comme nous tous, ils ont tout bien fait, ils payent leurs impôts, ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils vivent dans la société, ils font comme moi, ils prennent le métro, ils font leurs courses, ils n'y arrivent plus, et ils disent, mais on nous raconte des balivernes. On nous raconte des balivernes. Parce que toutes ces institutions qui censément doivent défendre la veuve, l'orphelin, les plus faibles d'entre nous, se réunissent pour avoir des belles, comme ça, formules, mais est-ce que c'est opérant dans la société? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ben, ça sert à rien. Voilà. Donc il faut, quand il faut le dire, il faut le dire. Et donc je vous ai dit que je dirai tout. C'est pas que j'ai une dent contre. Je ne suis pas pour Le Pen. Et si ça te plaît pas mon live, tu t'en vas et tu te casses, mon cher ami. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez dire en termes d'insultes. Je dis simplement, effectivement, qu'il faut réveiller les consciences et ne pas se faire abuser. Je ne suis ni extrémiste, ni complotiste, ni illuminati, ni que sais-je encore. Un simple citoyen qui relate ce qu'il voit. Et si ça ne plaît pas, vous suivez un autre live et vous allez écouter le docteur Alexandre. Voilà, cher ami, je ne sais plus comment tu t'appelles. Donc c'est quoi une loge? Une loge, en fait, vous avez ce qu'on appelle les loges bleues. Si vous voulez, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent, je ne sais pas moi, à peu près en moyenne 2 fois par mois, avec des grades, apprentis, compagnons, maîtres, et qui échangent selon un rituel qui n'a rien de diabolique, de satanique ou de religieux, en tout cas au Grand Orient de France, avec une prise de parole tout à fait ritualisée, organisée, pour pas que les gens, et c'est le plus intéressant, parlent tous en même temps, et essaient de réfléchir avec des symboles qui disent plus parfois que les simples mots, et à éclairer la société, à réfléchir sur eux-mêmes, essayer de s'améliorer. Et les symboles, il y en a un certain nombre, il y en a plein des symboles, permettent justement d'avoir une autre approche pour comprendre un peu mieux, nous comprendre nous-mêmes et essayer ensuite de faire rayonner ce qu'on a appris à l'extérieur
de ces loges. Voilà, donc il y a 3 niveaux dans les loges bleues. Après, il y a les hauts grades. Bon, ça, moi, j'y suis jamais allé, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un peu, je ne sais pas moi, du perfectionnement, etc. Mais le vrai de ce qui se passe dans les loges, enfin dans la maçonnerie, se passe dans les loges. Et ça peut être très intéressant, hein, ce qui se passe. Et c'est même souvent très intéressant. Mais quand vous apprenez ensuite que, effectivement, il y a un certain nombre de ministres ou d'opposants à la politique de l'exécutif, qui ensuite se retrouvent, je ne sais pas s'il y va toujours, mais avec le préfet chargé du maintien de l'ordre, et qu'on est dans cette connivence-là, ça devient un petit peu difficile. Voilà ce que je pouvais vous dire. Homme libre, toujours tu chériras la mer, comme disait le poète. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous ai expliqué un peu comment. Mais de toute façon, tout ça, ce que je vous dis public, hein, vous tapez franc-maçonnerie sur Google, Grand Orient de France, il n'y a rien de secret, hein. Vous avez la constitution d'Anderson, vous avez la constitution du Grand Orient de France et le règlement intérieur, vous avez tout, hein. Il ne faut pas croire que les gens se font un monde comme si, que je vous dis, les gens égorgeaient des poulets dans les loges, c'est pas du tout ça. Moi je pense que, au contraire, la philosophie, les valeurs qui sont celles de la République française, la République française, normalement, se confond avec la franc-maçonnerie. Même si ça vient de beaucoup plus loin, certains disent les chevaliers, puis si on remonte dans des obédiences beaucoup plus axées, je dirais, sur la spiritualité et moins sur la vie de la cité, on remonte à des traditions ancestrales, hein, à la Bible, etc. Après, selon les sensibilités, on réécrit un peu d'histoire. En fait, la franc-maçonnerie va épouser l'histoire contemporaine du pays, des pays dans lesquels elle se développe, donc d'où la philosophie des Lumières, d'où la République française, d'où la laïcité, etc. Voilà. Donc je vous invite à regarder ça, c'est très intéressant du point de vue historique, c'est très intéressant du point de vue de ce qui est irradié dans la société française, mais c'est dévoyé. Alors, est-ce qu'il y a différents bords? Effectivement, vous avez différents. Le Grand Orient de France est traditionnellement connu pour être plutôt dans un bord social, on va dire. Il y a plus de gens de gauche, prétendument, hein, au Grand Orient de France. Et vous avez, dans d'autres loges, la Grande Loge nationale ou la Grande Loge française, etc. Beaucoup plus de gens à droite. Voilà. Mais bien sûr, on peut être franc-maçon et gilet jaune, on peut être franc-maçon et juif, on peut être franc-maçon et catholique, on peut tout être. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais simplement, si vous voulez, moi je pense qu'aujourd'hui, mais je prétends rien, c'est juste mon ressenti par rapport à tout ça, comme les partis politiques, ce sont des institutions, c'est une institution qui s'est embourgeoisée et qui ne veut pas comprendre les mouvements profonds qui agitent, qui animent la société française et qui sont là uniquement pour défendre non pas le progrès, essentiellement progressiste, philanthropique, vous avez vu dans la Constitution, mais ils sont dans le conservatisme et dans une forme de bourgeoisie, des mœurs et de la pensée. Voilà, c'est ma propre expérience. D'autres en ont peut-être une meilleure, mais voilà ce que je voulais vous dire. Et j'étais toujours étonné, hein, depuis 14 mois, 15 mois, encore une fois, je me dis, mais pourquoi les francs-maçons ne sont pas dans la rue avec les décors? Enfin, moi, je ne sais pas, moi je suis à la tête de l'obédience, parce qu'il y a aussi une voix officielle. Je fais une conférence de presse, je mets mes décors, je vais dans la rue en disant ça suffit, quoi. La République française, c'est pas ça. Eh bien non. Eh bien non. Voilà.
C'est comme ça aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de le dire, parce que quand j'ai découvert, effectivement, dans cet article du Monde, ce que je ne savais pas, sur le préfet l'allemand, je me dis donc, on a exclu des gens des loges maçonniques pour beaucoup moins que ça. Hein. Alors là, si être franc-maçon aujourd'hui, défendre la constitution d'Anderson, la constitution du Grand Orient de France, c'est aller faire le pantin place de la République en laissant éborgner les gens, eh ben alors j'ai bien fait d'en partir. Voilà. Je vais prendre encore 2-3 questions. Je vous ai dit que je dirais tout. Donc ça ne me pose aucun problème, parce qu'on est à une période de notre histoire où on ne peut plus s'abriter derrière des institutions qui ne répondent plus à leur objectif et à leur mission première. On ne peut plus laisser faire cela. On doit honorer notre pays, on doit honorer notre constitution, et on doit, quand on est dans un syndicat, un parti politique, la franc-maçonnerie ou tout autre club de pensée, faire honneur à ces valeurs, aux valeurs qu'on prétend défendre, promulguer et promouvoir. Voilà. Alors, loge du droit humain, Népal Géo, non, le droit humain, c'est une autre obédience. Vous avez le droit humain, donc la GLNF, Grande Loge Nationale de France, GLF, Grande Loge de France, GODF, Grand Orient de France, vous avez aussi la Grande Loge féminine, etc. Et ce qui agite un peu aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais vous avez des loges qui sont reconnues par la Grande-Bretagne, qui est, on va dire, le berceau de la franc-maçonnerie, en 1733, si je me souviens bien. Et donc, vous avez des loges dites régulières, qui sont reconnues par les pays, enfin, les obédiences, on va dire, anglo-saxonnes, et les loges qui ne sont pas régulières, comme le Grand Orient de France, mais qui sont pourtant qui ont beaucoup de membres. Alors, qu'est-ce qu'un décor? Un décor, c'est les attributs que le franc-maçon a en loge, qui met parfois à l'extérieur, en fonction de son grade, un tablier, des gants, et ça dépend des rites. Voilà. Si vous voulez, l'idée en loge, c'est de faire le silence, d'avoir une prise de parole tout à fait organisée, et d'essayer d'aller au fond de soi pour donner le meilleur de soi-même sans être jugé, pour essayer, surtout au Grand Orient de France, de promouvoir une société plus juste, plus égalitaire, plus humaniste, disons les choses. Voilà. Alors les loges ont des rites très religieux. Oui, certains ont des rites très religieux et d'autres pas du tout. Alors, mais en réalité, même si beaucoup s'en défendent, et que vous avez souvent le livre blanc qui est posé, en tout cas au Grand Orient, à l'Orient, comme on appelle, hein, qui est le bureau du Vénérable, qui est un peu, non pas un chef, mais celui qui fait l'union entre tous les différents membres, même si beaucoup s'en éloignent, en vérité, quand vous lisez la Bible et le Nouveau Testament, les écrits chrétiens, qu'ils soient apocryphes ou pas, on retrouve beaucoup de symbolique, et encore une fois, c'est un peu pour moi la même chose, le même texte. Je dirais que c'est aujourd'hui un peu une religion sans Dieu, justement, parce que la liberté de conscience est tout à fait nécessaire et défendue. Voilà. Je ne connais rien du 33e degré. Je sais qu'il y a 3 degrés ou 3 grades dans les loges. Hein. Et après, vous avez... donc ça, c'est les 3 grades les plus opératifs, je dirais, hein, ceux qui servent à se réunir. Et puis après, vous avez jusqu'au 33e degré, qui est... Voilà, ça, j'y connais rien, donc je ne saurais pas en parler. Est-ce la puissance de l'argent roi qui a tout gâché? Je ne dirais pas,
que c'est l'argent, moi, le principal corrupteur de ce système-là. Je dirais que c'est le rapport au pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas compris, mais malheureusement, c'est souvent comme ça. Ce sont les plus besogneux qui prennent le pouvoir dans les partis politiques, mais aussi dans d'autres cercles de pensée. À un moment, les gens ont des décors, etc. Et ils pensent que c'est pour de vrai. Et ils pensent quelque part qu'ils ont un réel pouvoir. Ils se mettent une plume dans le derrière. Et là, vive moi. Mais je pense que c'est ça, c'est le rapport au pouvoir. Normalement, ça doit être tourné vers les autres. Et si vous pensez que en devenant vénérable maître, officier d'une loge ou élu dans l'obédience, au convent, etc., vous avez un quelconque pouvoir, c'est que vous n'avez rien compris. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça, bien souvent, ça tourne aujourd'hui. Voilà. Allez, je vais prendre encore 2-3 questions. Plus le pouvoir que l'argent. Bien sûr, il y a de l'affairisme. Moi, je ne l'ai jamais vécu, hein, encore une fois, quand j'y étais. Mais c'est plus des questions de pouvoir, de rapport au pouvoir, de fantasme du pouvoir, de peser sur les décisions, de peser dans l'appareil d'État que véritablement pour de l'argent. C'est plus pour des faveurs, plus pour du pouvoir, plus aussi pour des arrangements malheureusement, et le pire étant les fraternels qui ne devraient pas exister, hein, c'est-à-dire au sein d'une profession, y compris d'ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez des fraternels, surtout au Sénat, c'est-à-dire des gens qui se réunissent sans mettre en avant leurs étiquettes, leur étiquette politique. Et vous avez ça dans l'aéronautique, vous avez ça dans un certain nombre presque tous les secteurs, dans les travaux publics, dans la vente d'armes, dans la justice, évidemment dans la police. Et donc, quelle est la vraie loi? Bien sûr, la fraternité doit prévaloir, mais aussi la liberté et l'égalité. Mais quand vous êtes dans ce type de fraternité-là, la réponse est dans la question. Les fraternels, c'est plus du tout à fait même l'objectif premier de la franc-maçonnerie. Alors je ne dirais pas que c'est complètement corrompu, non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens sincères qui ont d'énormes qualités humaines, qui sont très attachés à leur pays et qui veulent faire quelque chose pour les autres. Mais malheureusement, moi je dirais que cette institution s'est embourgeoisée et n'ose plus dire les choses, mais comme beaucoup, hein, la justice est embourgeoisée, les médias se sont embourgeoisés, et donc on défend des phrases creuses, mais on n'arrive plus à les incarner et à être avec les gens en disant, ben voilà, il s'est passé ça, et on s'élève contre cette façon de faire. Non, on met en avant son appartenance et on fait des grands raouts contre l'antisémitisme, contre le fascisme, des tas de réunions vides complètement creuses. Et quand on a l'occasion d'aller justement faire preuve de ses qualités pour prendre fait et cause pour le peuple, on fait un bras d'honneur. Voilà la vérité toute crue et la vérité toute nue. Ça ne plaira pas ce que je dis, mais ça m'est complètement égal, puisqu'encore une fois, j'ai décidé, ma page s'appelle Toute vérité est bonne à dire, donc si toute vérité est bonne à dire, il faut la dire. J'ai vu hier pour Olive, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai regardé, puisque j'ai vu Philomène qui avait envoyé quelque chose, Philomène Cotta. J'ai vu son live, il disait qu'il arrêtait pour des raisons, si j'ai compris, personnelles, qu'il ne pouvait plus continuer Olive, mais je n'ai pas d'infos particulières là-dessus. Voilà. Ouais, tu as raison, Nicolas. Égoïsme du pouvoir au détriment du peuple.
Voilà. Et c'est assez terrible, hein, parce qu'à un moment, si vous voulez, quand on perd de vue, quand vous vous engagez dans des trucs comme ça, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous essayez, bon ça va Philomène, très bien, que vous essayez justement de donner de votre temps, de votre empathie, de votre argent, de vos connaissances, pour essayer de faire nation, de refaire corps, pour promouvoir un certain nombre de valeurs, pour être avec les gens, et que vous sombrez dans cette espèce de maelstrom, bah vous vous dites, bah mince alors, quoi, pourquoi j'ai fait tout ça. Donc, d'où aussi le succès des lives et de cette, dans la rue, si vous voulez, surtout, de cette communication sans filtre, parce que là, les Gilets jaunes ont créé, d'une certaine manière, un nouveau média, une nouvelle façon de communiquer sans filtre, et on se rend compte, en fait, que tous ces corps intermédiaires qu'on nous a vendus, je ne vais pas faire du Macron, rassurez-vous, qu'on nous a vendus comme étant indispensables, ces conseils de déontologie divers et variés, ces clubs, sont là pour faire du parasitisme et ne sont plus du tout, enfin, on n'a pas besoin de tous ces trucs pour refaire nation, pour essayer de promouvoir du bien et de la justice au sein de la société. Donc c'est aussi la fin de tous ces trucs ronflants qui ont certainement eu leur utilité à une époque, mais qui sont devenus des mouroirs pour bourgeois invétérés. Et voilà la vérité. Quand vous voyez les francs-maçons, la République en marche et le Parti socialiste faire ce grand raout le 19 février 2019, alors que les gens sont dans la rue et qu'on sait qu'ils ne sont pas antisémites et qu'ils se font massacrer, et ben là, vous avez qu'une envie, c'est de montrer, de démontrer, de ramener les faits et de démonter toute cette façon de faire, ces manipulations. Et donc, c'est modestement, je pense que moi, j'essaie de le faire. Et je vous incite à faire de même. Et c'est pour ça que je n'adhère plus à rien, à aucun parti politique, à aucun, pas besoin de penser en groupe et de me mettre des plumes dans le derrière pour penser par moi-même. Voilà. Comment tout ça va se terminer ? Ce qui est sûr, c'est que depuis les Gilets jaunes, il y a eu des choses avant les Gilets jaunes, hein, mais depuis les Gilets jaunes, il y a eu, comme je l'ai dit, beaucoup de transversalité et d'horizontalité dans la société française. Le rapport aux dirigeants, le rapport au pouvoir, le rapport à la démocratie en sont profondément changés et modifiés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, bien, pas bien, frontières de la vie publique ou de la vie privée, etc., il y a des excès, il y a des manques, il y a des erreurs, il y a des frustrations. Tout ça, nous le savons, mais c'est un miroir quand même extraordinaire, une caisse de résonance de toute l'hypocrisie de nos sociétés contemporaines. Et donc, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Eh bien, si vous voulez, grâce au réseau, tout ce qu'ont dit les gens sur Twitter ou Facebook est aujourd'hui exhumé. Ceux qui sont aujourd'hui à la République en marche, qui étaient socialistes ou républicains, qui disaient il y a 2 ans ou 1 an et demi le contraire de ce qu'ils défendent aujourd'hui, tout ça est exhumé. Ça montre la duplicité de tous ceux qui ont une parole publique, et notamment les premiers d'entre eux, les politiciens et les politiciennes. Et donc, cette exigence de démocratie participative, nous la faisons vivre, cette démocratie. On verra bien, moi je ne suis pas devin, mais je pense qu'il va y avoir une phase un peu compliquée, chaotique. J'ai peur, moi, qu'il y ait une phase quand même violente, parce qu'il n'y a vraiment plus, si vous voulez, entre les organismes, les institutions dites représentatives et les mouvements populaires, ça fait de moins en moins pression. Et donc, voilà, il y a un divorce, un peu comme la tectonique des plaques, la dérive des continents.
Et on est dans cette dérive-là. Maintenant, je pense que tout l'enjeu, c'est de faire quelque chose de cette dérive et de la positiver pour refaire, encore une fois, société, refaire nation. Mais moi, tous ces trucs-là, fini, nicht, terminato, et donc je me laisserai plus prendre. Mais encore, faut-il l'avoir fait, hein, comme je l'ai dit, moi j'ai eu plusieurs vies politiques, spirituelles, etc. Et après, quelque part, je me dis, avec ce qui se passe aujourd'hui, le meilleur moyen de retrouver son esprit critique, c'est d'être avec les gens et de vivre comme tout le monde, d'être dans la rue. Et c'est comme ça qu'on va se rendre compte de ce qui se passe, de ce qui anime la société, parce que ce soit les médias ou les partis politiques, ils sont toujours en retard de 2 ou 3 trains. Et ce qui se passe dans la société se passe toujours avant. Et ensuite, les partis politiques sont à la remorque pour essayer de raccrocher les wagons. Voilà. Et donc, si vous voulez, le chemin parcouru en un an, là, sur l'éveil des consciences, sur la prise de conscience des citoyens, mais en un an, on a fait plus de chemin que ces 40 dernières années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'ont apporté ces médias directs à la démocratie, à l'exigence de justice et de citoyenneté. Si les gens étaient égoïstes, s'ils n'en avaient rien à faire, ils ne seraient pas là à prendre des risques, à faire des lives dans la rue, essayer d'exprimer un certain nombre de choses. De dire que les Français se désintéressent de la vie politique, de la cité. Mais c'est absolument faux. Il faut s'inscrire en faux par rapport à tout ça. Les citoyens français adorent la politique. Il n'y a pas plus politique qu'un peuple, que le peuple français. Il n'y a pas, allez, peut-être les Italiens, que je mets à peu près au même niveau. Tout est politique. Tout est politique. Les gens sont passionnés par la démocratie. Au bar, dans leur bagnole, en famille, au restaurant, dans la rue, partout, tout est politique. Simplement, la politique, ce n'est pas la classe politique, c'est la vie de la cité. Et les gens ont envie de prendre en main leur destin et ne plus le confier à des gens qui racontent n'importe quoi et qui en plus mutilent les citoyens français. C'est bête en fait, hein, ce que je dis, c'est d'une banalité affligeante, hein, mais c'est bien, je pense que moi, pourquoi je le fais? Pour vous dire, les amis, vous n'êtes pas à la tête de médias, vous faites autre chose dans la vie, de complètement différent. Vous avez raison. Ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas culpabiliser. C'est vous qui êtes dans le vrai. Ce que vous voyez, ce que vous pressentez, ce que vous ressentez. Moi, je suis juste là pour essayer. Je ne connais pas tout, mais ce que j'ai vécu, je peux essayer de vous le faire partager et de l'objectiver et de vous montrer en fait où ça déconne, où ça déraille, et que c'est pas simplement, c'est pas du tout d'ailleurs les institutions en tant que telles, la franc-maçonnerie, les partis politiques, un certain nombre d'institutions. On a vu ça aussi dans l'Église catholique, notamment. Bon, moi je suis publiquement, je suis pour la laïcité, après chacun pour sa foi, donc je ne vais pas parler de cette question. Est-ce que le problème, c'est la doctrine catholique, ou est-ce que c'est le comportement de certains prêtres, de certains papes, de certains évêques, etc. C'est la question. Après, que les gens aient des convictions, et la foi ou pas la foi, c'est pas la substantifique moelle, elle n'est pas là. Le poisson, comme je dis, pourrit toujours par la tête, c'est bien une crise de la représentativité dans tout ce qui est censé organiser et structurer nos sociétés contemporaines, et notamment la société française. Voilà ce que je voulais vous dire. Les amis, sur les vêtements, dans les clips, etc. Je suis assez d'accord. Donc moi je pense qu'il faut continuer ce travail d'échange. Si vous êtes continuez à dire votre vérité sur les réseaux, partagez vos expériences. Moi je crois beaucoup à la micro-action. Essayez d'avoir une parole mesurée, ne soyez pas dans l'excès, dans l'insulte, dans l'exagération. Plus les faits sont graves, moins il faut en rajouter.
mais si vous avez des histoires particulières, si vous êtes témoin d'un certain nombre de comportements déviants, non conformes à ce qui est présenté dans telle ou telle institution, bah dites-le, faites-le savoir, démontrez-le et échangez entre vous. C'est par la micro-action aujourd'hui que des petites graines comme ça qui font, vous avez vu à quel point la société française a changé en un an. Vous vous en rendrez compte, on s'en rendra tous compte plus tard, mais aujourd'hui déjà, vous avez de très 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 nombreux citoyens français qui ne prennent plus les choses pour argent comptant. Au départ, ils avaient le doute. Aujourd'hui, grâce au réseau, etc., ils ont pu échanger avec les lives, etc. Et donc aujourd'hui, ils ont un certain nombre de certitudes, en tout cas celle de prendre la parole et de dire les choses telles qu'elles sont, même si ça dérange et si ça les heurte dans leurs propres convictions. Voilà les amis, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à partager, je vais encore me faire des amis, comme dirait quelqu'un, mais je crois que c'était Platon qui disait, si tu perds un ami, c'est que ce n'était pas un ami. Donc ce que je perdrai, ça fera du ménage, voilà, et resteront les gens sincères et honnêtes, et qui ne sont pas des militants politiques, mais des militants de la France. Moi, ma TV, il y a bien longtemps que je l'ai éteinte. Salut à tous, portez-vous bien, Urbit et Orbi. Allez, salut, bonne journée.